Regardez, vous vous rendez compte de la pauvreté intellectuelle des choses? Vous avez des éléments ici de totalitarisme. Ça remet littéralement tout le cadre dans lequel tu vis complètement en cause et ça change toute la société dans laquelle tu vis. Franchement, pour être honnête avec vous, on pourrait se poser la question si on ne peut pas les qualifier d'extrême droite. Et on peut sérieusement se poser la question si ce n'est pas une secte ou une nouvelle religion. Le racisme d'État, il a une raison d'exister. Donc, J'ai lu pour vous, le wokisme serait-il un totalitarisme? Le wokisme revêt les caractéristiques d'un totalitarisme culturel, un totalitarisme diffus, un totalitarisme sans État, avec 3 caractéristiques à la clé: l'identitarisme, l'idéologisme et la censure. ça commence bien. Vous trouvez pas? Moi, ça me plaît beaucoup. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'extrême droite. Comme ça, au moins, ça a le mérite d'être assez clair. Concernant l'identitarisme, le wokisme s'oppose aux valeurs républicaines de par ses idées. Le wokisme, c'est un mouvement de pensée qui assigne les individus à des communautés d'appartenance fondées sur des discriminations subies. Femmes, personnes de couleur, homosexuels et trans, arabes ou noirs, musulmans, mais aussi handicapés ou obèses. Cette approche américaine, multiculturaliste, s'oppose au modèle français républicain qui ne reconnaît que la communauté des citoyens sans nier qu'à titre privé, on puisse se reconnaître proche de tel ou tel groupe. Là, vous avez toute la différence majeure. Hein. Alors, vous avez vu, hein, ici, ils sont juste réduits à leur couleur de peau, à leurs identités religieuses ou à leur sexualité, bien entendu. Les blancs, bah, c'est tous les mêmes, les noirs, c'est tous les mêmes, les gros, c'est tous les mêmes, etc., etc. Voilà, généralisation complète. C'est un modèle de pensée qui est ultra simplifié. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour... C'est d'ailleurs pour ça que ça prend si bien aussi. Hein. C'est un modèle qui est tellement caricatural et extrêmement binaire dans sa pensée, que plus c'est simple, plus c'est facile de faire adhérer des gens derrière. On puisse se reconnaître proche de tel ou tel groupe. Et la plupart du temps, ces caractéristiques-là sont des identités visibles. C'est celles que tu retrouvais, c'est là où tu vois le truc. Hein. Ils réduisent l'identité des individus la plupart du temps à leur identité visible. Le sexe, la couleur de peau ou la religion. Aussi, hein, on est sur quelque chose qui ne comprend pas que l'identité est multiple, qui réduit l'identité à ça, et qui, derrière, se centre uniquement sur ce qu'on peut voir. Cette idéologie serait née des évolutions successives du mouvement féministe en 4 grandes étapes. Dans la première étape, la cause féministe est victorieuse et obtient l'égalité juridique homme-femme. Elle commence par se radicaliser selon le schéma bien connu depuis Tocqueville: moins il reste de droits à prendre, plus les revendications deviennent violentes. Dans la deuxième étape, le féminisme abandonne l'universalisme et part vers une approche différentialiste. Alors, il parle des néo-féministes. Exige la visibilité du féminin au travers, par exemple, des noms de métiers ou de l'écriture inclusive. À l'étape 3, elle adhère à la théorie du genre, puisqu'il est plus important d'avoir conscience de son genre que de son sexe. Le féminisme ouvre son mouvement à d'autres catégories de minorités sexuelles comme les homos, les queers, les non-binaires ou encore les trans. Dernière étape, le féminisme s'élargit encore et embrasse les théories décolonialistes en s'opposant à un patriarcat blanc responsable non seulement de la domination des femmes, mais aussi du reste du monde. Ça, c'est Horia Boutelja, un courant qui est très très fort, hein. Surtout sur Twitch. Hein. Je crois que c'est le truc le plus raciste. L'identitarisme a pour fonction d'enfermer les individus dans des catégories fermées, de les essentialiser selon leurs préférences sexuelles, leur religion, leur race ou certains traits physiques. Et cette identité regroupe autoritairement les personnes dans une identité collective à laquelle ils ne peuvent, selon la théorie woke, pas échapper. Raciste, vous connaissez la chanson. Toute critique est systématiquement disqualifiée avec eux. Vous êtes associé direct à l'extrême droite. Et c'est super pratique en fait, parce qu'en collant une étiquette repoussante à votre interlocuteur, il n'y a pas besoin de discuter ou d'échanger. Alors même que ce sont eux qui catégorisent les gens en fonction de leur couleur de peau, ce qui par définition est quand même ultra raciste. Mais bon, ils sont plus à une contradiction près, hein, et se considèrent comme les détenteurs de la vérité, c'est le camp du bien, etc., etc., quoi. Du wokisme est d'autant plus difficile que chaque identité de genre, de race, de religion ou autre est basée principalement sur une victimisation catégorielle. Critiquer le wokisme revient à taper sur des victimes. Ce terrorisme de la souffrance, comme l'appelle Nathalie Hennig, outre qu'il s'agit d'une configuration toxique, est aussi une politisation des subjectivités. Cette politisation de l'identité victime. C'est exactement ça. Hein. Et c'est leur grand truc.
Ce sont des victimes permanentes. Ils passent leur temps à ouin-ouin tout le temps. Ben oui, parce que c'est pratique. Si t'es une victime, ça veut dire qu'il y a un agresseur. Donc ça veut dire que tu es légitime dans ton combat. Tout ce que tu dis est forcément vrai puisque tu es une victime. Et là, je vais vous dire un truc politiquement très incorrect. Ils ont instrumentalisé MeToo. Ils se servent de MeToo. MeToo, c'était très bien, c'était salutaire. Sauf que eux, ils s'en servent pour leur idéologie. Ils récupèrent le statut de victime du mouvement et se placent dans la même position pour qu'on ne puisse pas les critiquer. Ce sont des manipulateurs. Victimaire doit imposer à chacun l'identité de groupe de l'autre et devient un moyen d'emprise Exactement. sur autrui. Il est impérieux d'exposer aux autres ses préférences sexuelles, y compris aux enfants, ainsi que ses croyances religieuses ou racialistes. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant y comprenne de ça? Et en plus, l'enfant a raison. En théorie, si on prend la théorie du sexe biologique, l'enfant a raison. Vous voyez? Et l'enfant... Pourquoi est-ce que... Quel est le but de faire ça à des enfants de 5 ans, de 6 ans, si ce n'est pour les embrigader très tôt dans leur logiciel de pensée? Vous voyez? Est-ce que là, t'as pas de la propagande, ni plus ni moins, qui rappelle les propagandes des cigarettiers ou des trucs? Plus tu prends l'esprit jeune, plus tu le prends tôt, plus derrière tu peux le formater à ta manière. Moi je trouve que là-dessus aussi, je suis éberlué de voir à quel point, même dans les politiques, sous couvert de progressisme en France, ils ont évolué. Venir expliquer que en fait un homme biologique n'est pas forcément un homme biologique mais peut être une femme, parce que l'individu l'a décidé, donc ça veut dire mettre en place le genre, chez des enfants très jeunes, qui n'ont aucune conscience de tout ça, et dont ils ont d'autres choses à foutre. Il y a un moment donné, il faut aller se faire foutre, quoi. Vraiment, il y a un moment donné, il faut aller se faire foutre. L'autre devient un réceptacle soumis qu'il s'agit aussi de rééduquer. La victime prend le pouvoir pour réduire à son tour le bourreau en victime coupable. Car il n'y a dans la société que d'éléments dominants dominés, exploitants exploités, discriminants discriminés, où seul un renversement radical des valeurs est possible. C'est le discours habituel qu'on entend. Discriminant, discriminé, dominant, dominé, exploitant, exploité. Derrière, on aurait eu racisme d'État, racisme systémique. J'ai une théorie sur le racisme d'État, on en parlera parce que je commence à comprendre pourquoi ils utilisent ce terme-là. On aurait eu colorblind, on aurait eu colonisation derrière, mais là, ils sont juste sur l'identitarisme, vous voyez. Et vous commencez maintenant à comprendre pourquoi je parle d'une vision complètement binaire du monde. Regardez, vous vous rendez compte de la pauvreté intellectuelle des choses? Tout est noir ou blanc. Le bien, le mal, le méchant, le gentil. On dit les colorblind, ça veut dire que tu ne distingues pas les couleurs. En fait, tu ne peux pas voir le racisme parce qu'en fait, tu ne distingues pas les couleurs et tu es raciste par le fait que tu ne distingues pas les couleurs, en fait. Tu es aveugle. Inconsciemment, tu véhicules un racisme parce que tu ne distingues pas les couleurs et tu n'adhères pas à leur idéologie. C'est ça, colorblind. D'accord? Passons maintenant. Parce que forcément, comme tu le soulignes, il y a forcément des personnes, puisque les individus sont multiples. Un blanc n'est pas réduit à une personnalité. Un blanc, c'est pas une identité. Ça constitue une partie de ton identité. Tu as plein d'autres choses. Et donc, tu as une multitude de profils. Et quand ces profils ne sont pas en accord avec eux, qui n'ont pas réussi à les faire rentrer dans leur petite catégorie, ils sont emmerdés pour les critiquer, parce qu'ils ont très très peur derrière d'être traités de racistes ou un truc dans le genre. Non, deuxième point, l'idéologisme. Né sur les campus universitaires, le wokisme teinte régulièrement son discours de scientificité. Nathalie Hennig souligne que ces académos militants miment la méthode scientifique plus qu'ils ne la pratiquent. Leur but est en effet que les conclusions confirment leurs hypothèses de départ. La majeure partie des travaux universitaires woke portent ainsi en eux une certaine circularité de la pensée qu'elle qualifie de parodie de démarche scientifique. C'est ce qu'on appelle notamment les gender studies. Et je vous laisse deviner, il y a un streamer assez influent qui se dit chercheur et qui se sert justement de sa scientificité pour pouvoir derrière dérouler le tapis rouge à son idéologie. Ce chercheur, au passage, a reconnu lui-même dans plusieurs de ses vidéos qu'il s'est fait connaître parce que Rokhaya Diallo
papesse de l'identitarisme a publié et a diffusé ses études, etc. Bon, et donc du coup, avec leurs études, ils vous foutent de la sexualité partout. Les gender studies reprennent tout l'arc idéologique qui est présent ici. Et derrière, ils viennent vous expliquer, mais c'est prouvé scientifiquement. Sauf qu'en fait, ils ont juste eu une idée en tête et ils se sont dit comment est-ce qu'on va tortiller du cul au maximum nos entretiens, nos chiffres et tout ça pour que ça aille dans le sens de ce qu'on voulait. Alors, il y a beaucoup en ce moment, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a beaucoup de débats au sein même de l'université parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des financements, vous avez beaucoup plus de facilité à avoir des financements si vous écrivez votre étude dans quelque chose qui est du type identitariste. Et pas uniquement dans les sciences sociales, vous avez aujourd'hui des personnes qui, notamment en physique dans des sciences dures, comme les maths ou la physique, dans lequel ils se sont vus refuser des crédits parce que derrière, leur projet d'études n'incorporait pas une dimension identitariste dedans. Il y a aujourd'hui des chercheurs qui sont mis sur la touche au sein même de l'université parce qu'ils n'appartiennent pas à ce courant et parce qu'ils ne veulent pas y adhérer. Et je ne parle pas uniquement des sciences sociales. Attention, je ne suis pas en train de vous parler de la sociologie, de la psychologie. Je suis en train de parler dans une très grande partie du milieu universitaire. C'est en train de, littéralement, coloniser les états d'esprit à ce niveau-là. Nathalie Hennig énumère ensuite 5 fondements idéologiques de la pensée woke. Premièrement, la subjectivité prime désormais sur l'objectivité car celle-ci n'est pas pertinente pour analyser le vécu des minorités. Et ça, c'est très important. Ce que vous voyez là, et c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo, c'est qu'elle résume à merveille les points cardinaux de tous les identitarismes et que vous avez ici vraiment les valeurs fondamentales. Il y a un énorme business, hein. Il ne faut jamais oublier que derrière tout ça, il y a à la fois une volonté politique, d'accord ? Les plus grandes figures, etc., veulent renverser la table et se servent des petits jeunes pour leur mettre tout ça dans la tête. Ça, c'est une vérité des choses. Mais derrière, il y a un énorme business derrière. Il y a des gens, excusez la vulgarité, qui se font des couilles en or avec ça, hein. Dans ce que tu viens de dénoncer, Gaf, au niveau des entreprises, mais ailleurs en vendant des bouquins, en faisant des conférences, en vendant des formations, etc., etc. Ça rapporte beaucoup d'argent. Le wokisme, si tu arrives à bien te placer derrière. Deuxième point, la vérité scientifique est seulement une opinion parmi d'autres. C'est juste l'opinion des dominants. Derrida, Foucault deviennent les idoles des pourfendeurs des savoirs socialement construits. Troisième point, la réalité historique ou biologique doit être déconstruite et faire l'objet d'un révisionnisme. Nombreuses études wokistes s'arrangent avec l'exactitude historique selon ce qu'elles veulent démontrer. Colbert devient ainsi l'auteur du Code noir seulement en omettant l'ensemble de ses actions au service de l'État. Et là, je vous renvoie à la chaîne qu'on a plusieurs fois vue, qui se présente comme une chaîne qui veut présenter l'histoire, mais qui en fait est en train de la réécrire par certains aspects. Et on y reviendra sûrement, mais par exemple, elle a pour but de créer un ressentiment anti-français pour vous expliquer que la France est un sale pays de blancs colonisateurs qui a fait que de la merde. D'accord ? Ce qui vient légitimer le fait que vous soyez en colère et que potentiellement vous puissiez vous révolter et commettre des délits un peu comme nos amis lors de la finale du PSG qui ont tout cassé. D'accord ? Il y a ça derrière. Hein. Et il y a aussi une réécriture de l'histoire. Comme je vous ai déjà montré la vidéo sur le colonialisme, où il passe totalement à côté du fait que bien avant que les Occidentaux colonisent l'Afrique ou l'Amérique, il y avait déjà de l'esclavage et il y avait des conquêtes arabo-musulmanes, hein, bien avant, dans lequel ils se sont esclavagisés eux-mêmes au Moyen-Orient, mais également en Afrique. Ça, ce n'est pas entendable, parce que vous devez comprendre quelque chose, notamment sur tout le volet antiraciste et décolonial. Le racisme n'est forcément que blanc, parce que les blancs, ce sont les méchants, et tout vient d'eux. Et c'est une réécriture complète de l'histoire. Le capitalisme... Et ça, c'est dangereux, hein, parce que quand vous commencez à réécrire l'histoire, vous avez des éléments ici de totalitarisme. Je plaisante pas, hein, vraiment. Hein. Le contemporain serait à l'origine du patriarcat, comme si les sociétés précapitalistes ou non capitalistes étaient exemptes de valeurs patriarcales.
ou encore le sexe biologique n'est qu'une assignation sociale. Quatrième point, la pensée logique, produit de la domination des mâles blancs, n'a pas plus de valeur que la sorcellerie, la magie indigéniste. Cinquième et dernier point, l'usage de l'injonction contradictoire est monnaie courante. Sixième symptôme totalitaire, la censure. La censure qui est une activité quotidienne du wokisme. La censure s'exprime par 4 concepts importés des États-Unis. Cancel culture, macartisme, appropriation culturelle et puritanisme. Quand je vous dis que c'est du macartisme 2.0, J.K. Rowling, qui est l'incarnation d'Harry Potter, est aussi l'incarnation de cette cancel culture dans lequel, aujourd'hui, rien que prononcer son nom est quelque chose qui est potentiellement considéré comme une insulte à toute la communauté trans, et c'est être transphobe que de parler de J.K. Rowling. Il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui sur Internet, sur Twitter, qui râlent parce qu'ils estiment que J.K. Rowling ne devrait plus toucher ses droits d'auteur sur Harry Potter ou sur les jeux vidéo ou sur la nouvelle série qui devrait arriver, parce que, c'est pas une blague, je vous jure, parce qu'elle est transphobe. Voilà. Donc elle a créé une œuvre, elle a des idées politiques derrière, on peut en discuter et tout ça. Elle a créé une œuvre, il faudrait lui supprimer parce que elle ne rentre pas dans les standards du truc. Et c'est pas une blague, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui derrière tout ça, tous ces critères qu'on entend, il y a une volonté de contrôle littéralement de la pensée par la culpabilisation. On va y revenir dans le reportage suivant. Mais vous devez avoir une pensée qui rentre parfaitement dans le cadre. Il faut vraiment, et quand c'est pas le cas, vous devez vous déconstruire, d'accord? Et la déconstruction, en fait, c'est ni plus ni moins que du lavage de cerveau. Ça a des conséquences extrêmement importantes si on pousse les principes de ces idéologies loin. Ça veut dire que finalement, ne peut avoir un avis que celui qui est concerné par le truc. Oui, c'est un truc de dingue. Ça va très très loin. Et c'est pas juste un petit phénomène. C'est-à-dire que là, on est juste en train de regarder des mots et on se dit, bon, ils sont un peu fous sur les bords, mais ils exagèrent. Mais quand tu pousses la logique, que tu la pousses au niveau de la politique, que tu la pousses au niveau des implications qu'il y a derrière, ça remet littéralement tout le cadre dans lequel tu vis complètement en cause, et ça change toute la société dans laquelle tu vis si tu pars si tu appliques leurs principes. C'est pas une blague. Aujourd'hui, et Netflix fait très attention à ça, notamment, parce que Netflix essaye d'être dans l'air du temps. Netflix, il y a des études qui ont montré que Netflix refaisait de moins en moins de séries dans lesquelles il y avait un couple hétéro, mais dans lequel il y avait de plus en plus de personnes de même sexe, parce que derrière, ils veulent échapper à la critique qu'on vient d'entendre, à savoir qu'un homme et une femme, c'est la soumission de la femme à l'homme et c'est la soumission du blanc vs le reste du monde. Le cinéma est complètement soumis à des clauses derrière je crois que ça s'appelle les CGE ou les CGI, à des clauses dans lesquelles ils doivent respecter un cahier des charges, le cinéma ou les séries, qui aujourd'hui est extrêmement importante dans l'industrie du cinéma parce qu'il faut appliquer ce courant de pensée de plus en plus. Soulignons un paradoxe. Les valeurs de gauche sont défendues par des méthodes autoritaires de la droite la plus dure. Il faut pas, ils ont beaucoup de points communs avec l'extrême droite. Je plaisante pas, ils ont beaucoup de points communs avec les franges, les partis politiques les plus conservateurs, les plus religieux possibles, notamment du côté des catho-conservateurs. Franchement, pour être honnête avec vous, on pourrait se poser la question, si on prend uniquement le point sociétal, si on ne peut pas les qualifier d'extrême droite. Vraiment, c'est une sorte d'extrême droite inversée, mais ça reste dans la radicalité et dans les méthodes qui disent la autoritaire, et réactionnaire, vraiment très réactionnaire, on pourrait se poser la question de savoir si on ne peut pas les qualifier paradoxalement d'extrême droite, eux qui se disent autant à gauche. Victoire réduit au silence une partie de la gauche, ne sachant plus s'il faut critiquer ou se soumettre à ce nouveau militantisme totalitaire. Dans la quatrième partie... Vous voyez, c'est vraiment ce que je... Et puis je vais vous dire un truc, il y a un moment donné où il faut se poser une question. Est-ce que quand vous passez... Et la critique est légitime et est nécessaire, mais quand vous passez votre temps à traiter de raciste, tout le temps, n'importe qui n'est pas d'accord avec toi, de fasciste ou d'autres qualificatifs de cet acabit, est-ce que finalement, c'est une réflexion que je mets en suspens,
ils n'essayent pas finalement d'extraire une partie de ce racisme et de ce fascisme qu'ils ont en eux sur les autres, de le projeter sur les autres, parce que intérieurement, ils le sont fondamentalement. Vous voyez, c'est tellement plus facile de trouver le bouc émissaire pour ce qu'on est soi-même et qu'on ne refuse d'accepter. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Puis attends, même si tu adoptes cette pensée, mais qu'en plus, tu es blanc, mais de toute façon, tu seras toujours fautif. Et tout ce que tu feras sera nécessairement mauvais. D'accord? Sachant que maintenant, ils en sont plus au niveau où les Blancs sont des privilégiés. Ils essayent de virer les femmes hétérosexuelles et ils essayent de virer également les gays blancs. Parce que depuis que, notamment en France, Attal est devenu Premier ministre, Attal était gay, ils estiment que finalement, être gay blanc, c'est être un privilégié maintenant. Là où avant, ils avaient un système de victimes. Donc, ils sont en train de raccourcir ceux qui peuvent rentrer, comme tu le dis, dans leur pensée et qui seraient fautifs. Nathalie Hennig précise la nature du totalitarisme reproché à la pensée woke. La porosité à l'idéologie woke est partout perceptible. Universités, médias, administration européenne. Je vous dis que c'est une faillite totale de la pensée qui permet d'embrigader beaucoup de monde parce que c'est très simple de s'incruster dans ce logiciel de pensée. C'est ça. Toutes les questions que tu es en train et toutes les remarques que tu es en train de faire, mais mon pauvre, ils ne se la posent même pas. Ils récitent leur catéchisme. La thématique de fond du wokisme, perçue comme bienveillante, accélère la diffusion de sa forme totalitaire. Et plusieurs raisons expliquent son succès. D'abord, le wokisme est rentable. Voilà, c'est ce que je vous dis. Wokiste étant la lutte contre les discriminations, des associations militantes ont saisi l'opportunité de créer de vrais business de formation et d'éducation à la pensée woke. On pense notamment au cabinet EGAE qui vend une formation sur l'égalité homme-femme 110 000 €, ou le planning familial qui récupère 270 000 € pour porter la bonne parole trans dans les écoles. Les ministères, les institutions... Attendez, hop. Là, faut pas oublier que derrière, c'est notamment les plannings familiales et tout ça. Le planning familial, c'est très bien, mais le planning familial sous cette idéologie et dans certains services publics, c'est une catastrophe. Nationales et européennes subventionnent plus facilement, pour ne pas dire systématiquement, les projets présentant un volet woke basé sur la lutte contre les stéréotypes de genre, de sexe et de religion. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la recherche qui finance beaucoup plus facilement tout ce qui est issu de cette idéologie que le reste. Il y a une sorte de privilège qui leur est accordé, parce que vous comprenez, ils lisent sur les discriminations, alors c'est bien, alors ça fait quelque chose de positif pour la société. Voilà, c'est terrible. La pensée woke se base sur un mécanisme psychologique bien connu à l'échelle individuelle. C'est un renversement de valeurs construit sur une accusation perverse et toxique de culpabilité permanente et de victimisation définitive. Ouais, ça je vous le remets, c'est très très bien, je le dis. De culpabilité permanente et de victimisation définitive. Le dominé prend le pouvoir sur le dominant, le détruit et s'arroge ses droits. On trouve ces mêmes ressorts psychologiques à l'œuvre au sein des familles ou des sectes. On peut sérieusement se poser la question si ce n'est pas une secte ou une nouvelle religion. Et il y a vraiment cette notion au sein même des mécanismes qu'il présente. C'est très très sectaire. Le wokisme fait peur. La crainte de se trouver dans le mauvais camp tétanise les gens de gauche. Il n'y a pas d'alternative. Soit on endosse la pensée woke, soit on meurt. Symboliquement, en étant renvoyé dans l'enfer de la droite et de l'extrême droite. Enfin, Nathalie Hennig fait référence au sociologue allemand Norbert Elias pour parler d'un processus de décivilisation généré par le mouvement wokiste. Et c'est vraiment ce que je pense. Il y a un recul en arrière de la pensée. Il y a un recul en arrière au niveau de la conception de la société. Il y a un recul en arrière au niveau des valeurs. Là, il dit cette décivilisation, moi je peux sans problème l'utiliser, mais je veux dire, cette pensée-là, à chaque fois que vous y êtes confronté, dites-vous que malgré tout le progressisme qu'elle affiche, malgré tout ce qu'elle paraît être extrêmement novatrice, est une pensée rétrograde qui vous fait reculer. Et c'est la raison pour laquelle Nathalie Hennig parle de totalitarisme d'atmosphère. Mais il habitue et entraîne les esprits à construire une interprétation du monde simpliste fondée sur l'idéologie, l'identité et la censure. Le wokisme, pour moi, c'est la colonisation des esprits. Vraiment. C'est la mise en place d'un système de pensée
dans les esprits, ce que j'appelle le lavage de cerveau, manière d'envisager le monde extrêmement dangereuse. Le fanatisme ouvre ensuite sur le déni de la réalité, la négation de la raison et justifie les pires extrémismes et mensonges tant que ceux-ci servent la cause. Le wokisme, en considérant que tout est construit social, s'arroge le droit de nier la science, ses méthodes, la laïcité, l'universalisme et les structures même de l'État jugées racistes. En voulant servir au mieux sa cause, il contribue à distiller une haine de l'État, de ses institutions, de ses représentants et de la population blanche hétérosexuelle dominante. J'aimerais vous dire quelque chose sur le racisme d'État, le racisme systémique. Le racisme d'État et le racisme systémique, au-delà du concept qu'ils n'arrivent pas à prouver parce que ça les emmerde dès qu'on commence à leur parler de ça, je vais vous dire quelque chose. Le racisme d'État, il a une raison d'exister. C'est en fait qu'il sert à attaquer directement la France. Parce que si tu es victime du racisme d'État, ça veut dire que ce que tu fais derrière toi, ce que j'ai entendu notamment lorsqu'il y a eu les dégradations suite à la finale du PSG, c'est un acte de résistance, d'accord? Donc ça légitime la violence et ça légitime derrière le fait que tu es en droit de t'attaquer à la République, tu es en droit de t'attaquer à la France, tu es en droit de t'attaquer à l'État, du coup dans une position de victime parce que tu ne fais que réagir à une violence qui t'est déjà imposée. Le racisme d'État, le racisme systémique, a pour but en fait de déconstruire, de casser, ni plus ni moins, la République et derrière la France et les institutions de la République, qui sont automatiquement délégitimées. Ils vont vous expliquer que c'est parce que c'est un racisme systémique, racisme d'État et que c'est pas du tout ça. Mais dans la finalité, quand tu prends le processus de raisonnement qu'il y a derrière, le but du racisme d'État, c'est de s'attaquer directement à la République, de dire que la France est un pays de merde et que derrière, tu as le droit de casser, tu as le droit, au nom de tes principes et au nom de toi qui es une pauvre victime écrabouillée par la méchante France et les méchants blancs, tu as le droit de venir te battre. C'est pour ça qu'il vous parle de racisme d'État et c'est pour ça qu'il vous parle de racisme systémique. C'est en fait une légitimation de la violence et d'une volonté insurrectionnelle de renverser la table. C'est le mécanisme fondamental qu'il y a derrière tout le racisme d'État et tout le racisme systémique.